Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous analysons 5 rencontres fatales où l'arrogance humaine a croisé les prédateurs les plus mortels de la nature, d'un braconnier qui a défié le chasseur suprême de l'Amazonie à un pêcheur attiré dans des mâchoires préhistoriques. Mais d'abord, nous commençons dans le Montana où la quête d'un influenceur pour le selfie parfait a tourné au drame. C'était le 15 mars 2018 au zoo privé de Wildwood, dans les collines reculées du Montana, où l'air frais de la montagne portait l'odeur des pins et les sons lointains de la faune captive. L'établissement fonctionnait comme une attraction en bord de route, offrant des photos rapprochées d'animaux à de petits créateurs de contenu et touristes, acceptant souvent des clients simplement prêts à payer le tarif, indépendamment de leur expérience ou de leur portée en ligne. L'attraction principale du zoo était un grizzly mâle adulte gardé dans une simple enceinte en barre d'acier, conçue plus pour l'observation que pour la contenance. Bien qu'entouré de collines boisées, l'établissement se trouvait à environ 15 minutes de la petite ville la plus proche, ce qui permettait aux premiers intervenants de l'atteindre sans retard significatif. Thea Carmichael, âgée de 25 ans, avait conduit 12 heures depuis Los Angeles, attirée par des photos virales d'un autre petit créateur posant avec le même ours. Avec seulement quelques milliers d'abonnés sur Instagram, Thea essayait encore de développer sa page d'aventure, ce qui l'a poussée à tenter des contenus de plus en plus risqués pour se démarquer. Son fil montrait déjà des sauts de falaise, des baignades en eau libre avec des requins et des rencontres rapprochées avec des animaux sauvages dangereux, chacun destiné à la faire paraître plus audacieuse que ne le suggérait son modeste nombre d'abonnés. Marcus Webb, un propriétaire de zoo de 52 ans et ancien dresseur de cirque, avait accepté la demande de Thea pour une séance photo exclusive malgré les inquiétudes du personnel. Webb privilégiait le profit au protocole de sécurité, contournant souvent les règles pour les clients bien payants. Jake Morrison, un photographe indépendant de 28 ans désespéré de trouver du travail, avait été embauché malgré son expérience limitée en photographie animalière. Kodiak, le grizzly mâle adulte de 600 livres du zoo, montrait déjà des signes d'agitation ce matin-là. Il arpentait la longueur de son enclos par des allers-retours lents et délibérés, soufflant et levant la tête vers l'odeur de viande fraîche préparée dans la salle d'alimentation adjacente. L'établissement n'avait aucune accréditation officielle et était connu localement pour offrir des rencontres rapprochées que les grandes institutions refusèrent de permettre. Une réputation qui poussait souvent le personnel à opérer sans les mesures de sécurité utilisées dans les parcs réglementés. Le personnel reconnaissait le comportement de Kodiak comme une agitation typique avant le nourrissage et le responsable de l'établissement insistait pour maintenir la barrière de protection en place. Webb a rejeté l'avertissement, affirmant que l'ours était habitué aux gens et que la séance photo nécessitait une vue dégagée. Les grizzlies sont parmi les prédateurs les plus redoutables d'Amérique du Nord, capables de courir à 56 km/h et possédant une force de morsure dépassant 540 kg par centimètre carré. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 800 livres avec des griffes massives mesurant jusqu'à 4 pouces de long. Malgré l'élevage en captivité de Kodiak, ses instincts sauvages restaient intacts, surtout lorsque les limites territoriales étaient défiées. La séquence fatale a commencé lorsque Thea est entrée dans l'enclos par une porte ouverte, se positionnant à seulement 8 pieds du prédateur massif. Webb se tenait à proximité avec un fusil tranquillisant, croyant pouvoir intervenir si nécessaire. Thea a levé le bras pour une pose selfie, déclenchant involontairement la réponse prédatrice de Kodiak par son mouvement soudain et son contact visuel direct. Selon les déclarations des témoins, Kodiak s'est dirigé rapidement vers Thea. Le personnel a rapporté avoir vu l'ours entrer en contact avec elle, la renversant au sol. Morrison a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il avait entendu Thea crier brièvement avant que le son ne s'arrête. Webb a tiré une fléchette tranquillisant, mais cela n'a eu aucun effet immédiat. L'ours a continué l'attaque, insensible au sédatif. Les témoins ont ensuite déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient vu Kodiak la maintenir avec ses pattes avant et lui asséner plusieurs coups de patte à la tête et au haut du corps. Le personnel a rapporté avoir entendu l'ours s'agripper à son épaule et à son torse supérieur et donner plusieurs morsures courtes et puissantes, un comportement cohérent avec une attaque territoriale plutôt qu'une prédation. Dans les derniers instants de la lutte, l'ours l'a traînée sur une courte distance avant de se placer au-dessus d'elle, cachant la vue de ce qui s'est passé ensuite. Les membres du personnel ont crié et frappé sur les barrières de l'enclos pour tenter de distraire Kodiak. L'ours est resté concentré sur Thea pendant ce que les témoins ont estimé être plusieurs minutes. Webb a envisagé d'entrer dans l'enclos, mais a été retenu par d'autres membres du personnel qui craignaient pour sa sécurité. Le bruit du personnel a finalement poussé Kodiak à se désengager et à se déplacer vers le coin éloigné de l'enclos. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard que le tranquillisant a commencé à le ralentir. Lorsque le personnel a pu s'approcher en toute sécurité, ils ont trouvé Thea inconsciente avec des blessures de graves. Aucun signe vital n'a été détecté. Les secours sont arrivés en moins de 20 minutes, mais n'ont pu que déclarer Thea morte sur les lieux.
L'autopsie subséquente a révélé l'étendue complète de ses blessures, multiples fractures du crâne, dommages à la colonne cervicale et traumatismes étendus à la tête et au torse. Le médecin légiste a déterminé que la mort résultait d'un traumatisme crânien massif et de complications associées. Les autorités ont ouvert une enquête sur les pratiques de sécurité du zoo, notant que la séance photo avait été organisée sans barrières adéquates ni planification d'urgence. L'établissement a été fermé pendant que les procédures légales avançaient et l'ours a été transféré dans un centre de faune sécurisé. Webb a ensuite fait face à plusieurs accusations de négligence liées à l'installation dangereuse qu'il avait approuvée. Morrison, qui se trouvait juste à l'extérieur de l'enclos et avait été témoin de l'attaque de près, a eu du mal à retourner au travail par la suite. Pour la famille de Thea, l'incident est devenu un rappel brutal de la dangerosité des rencontres avec la faune sauvage mise en scène. Ces publications antérieures sur la séance photo prévue ont ensuite été utilisées par les enquêteurs pour vérifier quand elle est arrivée et comment la session avait été organisée. L'affaire s'est conclue par la constatation que la décision de la placer à l'intérieur de l'enclos, sans mesure de sécurité, a directement conduit à l'issue fatale. Alors que l'histoire de Thea s'est terminée dans un environnement contrôlé, d'autres amateurs de sensations fortes continuent de repousser les limites dans des lieux reculés. Au cœur de la forêt amazonienne, où des prédateurs anciens règnent sur leur territoire, un autre individu allait bientôt découvrir que certaines limites ne devraient jamais être franchies, surtout face à une créature dont les yeux ambrés observaient depuis l'ombre. C'était le 7 août 2017, au cœur d'une section reculée de la forêt amazonienne brésilienne, où la canopée dense bloquait la lumière du soleil d'atteindre le sol de la forêt. Le territoire protégé abritait d'innombrables espèces de faune, y compris certains des prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Sud. Des sentiers de jeu étroits serpentaient à travers une végétation dense, reliant des sources d'eau qui attiraient à la fois des proies et des prédateurs de haut rang. Graham Kincaid, âgé de 38 ans, était entré illégalement dans ce territoire protégé pour capturer des animaux exotiques destinés au marché noir. Un braconnier professionnel du Texas, Graham possédait des années d'expérience dans le piégeage de la faune dangereuse. Sa clientèle comprenait des collectionneurs fortunés, prêts à payer des sommes énormes pour des spécimens rares. Carlos Mendes, un guide local de 45 ans, avait accepté à contre-cœur de conduire Graham plus profondément dans la réserve malgré les dangers connus. Carlos avait désespérément besoin d'argent pour le traitement médical de sa fille, ce qui l'a forcé à accepter ce travail illégal. Le guide expérimenté a reconnu des signes récents d'activité de jaguar, mais a constaté que ces avertissements étaient constamment ignorés par Graham. Leur destination était une zone reculée où des chercheurs en faune avaient récemment documenté un jaguar mâle exceptionnellement grand. Graham avait obtenu ces informations par des voies illégales, ciblant spécifiquement cet endroit en raison de rapports décrivant le grand félin. Graham a établi son camp de base directement sur un étroit sentier de gibier à côté d'une rivière tributaire, ignorant les avertissements urgents de Carlos concernant les nombreux signes de jaguar entourant la zone. Des empreintes de pattes fraîches pressées dans la terre boueuse, des marques de griffes profondes gravées dans l'écorce des arbres et l'odeur musquée indubitable des marquages territoriaux remplissaient les environs immédiats. Carlos est parti ce soir-là, prévoyant de revenir le lendemain pour guider Graham de retour à la civilisation. Les jaguars sont les plus grands félins d'Amérique, avec des mâles adultes pesant jusqu'à 250 livres. Ces prédateurs de sommet possèdent la morsure la plus puissante de tous les grands félins, capable de broyer des carapaces de tortues et des crânes de caïmans. Contrairement aux autres grands félins qui étouffent leur proie, les jaguars tuent en infligeant des morsures dévastatrices directement au crâne ou au cou, leur mâchoire puissante étant conçue pour pénétrer l'os. Lorsque Carlos est revenu au campement le lendemain matin comme prévu, il a découvert une scène ensanglantée. L'équipement de Graham était éparpillé dans la zone avec des signes évidents de lutte violente, une traînée de sang distincte et une végétation perturbée menait du campement plus profondément dans la forêt. Carlos a immédiatement contacté les autorités environnementales brésiliennes en utilisant son téléphone satellite. Les enquêteurs ont reconstitué l'attaque en se basant sur les preuves physiques sur les lieux. Plusieurs séries de traces de grands félins indiquaient qu'un jaguar estimé entre 200 et 230 livres avait circulé autour du périmètre du camp. Des marques de griffes sur les arbres et la végétation perturbée suggéraient que l'animal s'était approché de plusieurs directions avant la rencontre. Le motif des éclaboussures de sang, l'équipement renversé et la position finale de Graham indiquaient qu'il faisait face à l'opposé de son agresseur lorsqu'il a été frappé. Les enquêteurs ont conclu que le contact initial s'était produit près du centre du camp en se basant sur la concentration de preuves de sang et l'équipement éparpillé. L'arbalète de Graham a été trouvée à environ 3 mètres de la principale flaque de sang avec un carreau encore chargé. Les enquêteurs ont déterminé qu'il avait choisi cette arme pour sa discrétion afin d'éviter les patrouilles du parc, une pratique courante parmi les braconniers opérant dans les zones protégées. La position de l'arme suggérait que Graham avait détecté une menace, mais n'avait pas pu réagir efficacement.
L'examen médico-légal de la traînée de sang continue, de la végétation brisée et des empreintes de pattes correspondantes a conduit les autorités à environ 160 pieds dans la forêt où elles ont retrouvé les restes de Graham. Le corps montrait des signes de prédation compatibles avec les attaques de jaguars, y compris un traumatisme sévère au niveau du cou et de la tête. Des blessures profondes indiquaient que les puissantes dents canines du jaguar avaient pénétré le crâne, tandis que des marques de griffes sur le torse révélaient la domination physique écrasante de l'animal lors de la rencontre fatale. Le jaguar responsable a été identifié plus tard grâce à des images de pièges photographiques comme un mâle estimé entre 200 et 230 livres, ce qui est grand pour la région. Les données de suivi et les preuves photographiques ont documenté la présence continue de l'animal dans son territoire après l'incident. Les biologistes, spécialisés dans la faune, étudiant les images, ont noté les motifs de rosette distinctifs du jaguar et son oreille gauche cicatrisée, probablement à cause de disputes territoriales, c'est avec d'autres mâles en compétition pour les meilleurs terrains de chasse dans un habitat de plus en plus fragmenté. La police environnementale brésilienne a utilisé le cas pour souligner les défis persistants liés au trafic illégal d'animaux sauvages dans la région amazonienne. La famille de Graham au Texas a été informée de son décès, bien que les autorités aient fourni peu de détails sur les circonstances en raison de l'enquête en cours sur ses activités illégales. L'incident a servi de rappel brutal de la réponse impitoyable de la nature envers ceux qui violent ces sanctuaires protégés. Mais le danger ne se cache pas toujours dans les forêts denses ou aux frontières éloignées. Parfois, il surgit dans des lieux que les gens visitent de tous les jours, surtout lorsque de mauvaises décisions se heurtent à de mauvaises conditions. C'était le 22 juin 2016, le long d'un tronçon non surveillé de la côte nord-est du Brésil, où l'océan Atlantique rencontrait une section de plage moins réglementée à plusieurs miles au nord de Recife. La zone s'étendait sur des miles le long de la côte brésilienne, bordée de palmiers et de petits établissements en bord de mer qui attiraient les routards et les voyageurs à petit budget. Peu de panneaux d'avertissement marquaient ce rivage isolé, malgré les dangers connus de la baignade après la tombée de la nuit lorsque les prédateurs se rapprochaient du rivage. Ronan Mercer, âgé de 31 ans, était arrivé dans la région 3 jours plus tôt dans le cadre de son aventure de randonnée en Amérique du Sud. Voyageur britannique de Manchester, Ronan documentait des activités extrêmes à travers plusieurs continents sur son blog de voyage. Des témoins ont rapporté plus tard qu'il avait ignoré plusieurs avertissements de sécurité des habitants. Miguel Santos, le barman de 29 ans d'un petit bar en bord de plage, avait servi à Ronan 8 caipirinhas au cours de la soirée. L'établissement fonctionnait avec une supervision minimale, typique des zones côtières éloignées où les réglementations sur le service d'alcool étaient rarement appliquées. Plus tôt dans la journée, Isabella Costa, une locale qui travaillait à temps partiel comme guide de plage, avait averti Ronan des dangers de la baignade nocturne après avoir observé son comportement près de l'eau. La zone était particulièrement dangereuse en raison de sa proximité avec l'embouchure d'une rivière. L'eau douce mélangée à l'eau salée, créant des conditions troubles qui attiraient à la fois les poissons et les prédateurs. De récentes pluies abondantes avaient encore réduit la visibilité sous-marine tout en concentrant la vie marine dans les zones côtières peu profondes. Les pêcheurs locaux avaient signalé plusieurs rencontres agressives avec des requins ces dernières semaines. Les requins bulldog sont parmi les prédateurs les plus dangereux de l'océan, responsables de plus d'attaques sur les humains que toute autre espèce de requin, à l'exception des grands blancs. Ces puissants chasseurs peuvent atteindre jusqu'à 11 pieds de long et peser plus de 500 livres avec des corps musclés conçus pour des poussées de vitesse explosives. Contrairement à la plupart des requins qui préfèrent les eaux profondes, les requins bulldog chassent fréquemment dans les zones côtières peu profondes et à l'embouchure des rivières où les proies se rassemblent. Vers minuit, des témoins ont observé Ronan quitter le bar et entrer dans l'océan malgré son état d'ébriété. Des images de sécurité d'un établissement voisin l'ont montré entrant dans l'eau à marée haute. Les récentes pluies avaient réduit la visibilité sous-marine à moins de 3 pieds. Les enquêteurs ont ensuite examiné les images image par image et ont noté que Ronan avançait régulièrement vers des eaux plus profondes jusqu'à ce que la caméra perde la visibilité dans l'obscurité. Un couple de randonneurs marchant le long du rivage à peu près au même moment a rapporté avoir entendu un éclaboussement soudain suivi de silence, bien que la forte houle ait rendu impossible de déterminer la source. L'analyse des marées a montré que les courants dans la région étaient suffisamment forts pour entraîner un nageur affaibli légèrement vers le nord, le long du rivage en quelques minutes. Ces observations combinées ont suggéré que Ronan est resté dans l'eau pendant une courte période seulement avant que l'attaque ne se produise. À l'aube, un pêcheur local a découvert des restes échoués et a immédiatement contacté les autorités. L'état et l'emplacement des restes indiquaient que la victime avait été attaquée à environ 50 yards du rivage selon les schémas de dérive des marées. Les enquêteurs ont reconstitué l'attaque sur la base de preuves physiques et d'analyses d'experts.
Les biologistes marins examinant les motifs de morsure ont déterminé qu'ils étaient compatibles avec un grand requin bulldog, estimé entre 8 et 10 pieds de longueur d'après les mesures de l'espacement des mâchoires. La répartition des blessures suggérait une attaque de type embuscade par en dessous, typique du comportement de chasse du requin bulldog dans des conditions d'eau trouble. L'analyse médico-légale a indiqué que l'attaque s'est produite dans des eaux peu profondes pendant les heures de chasse de pointe pour l'espèce. Le taux d'alcoolémie de la victime, mesuré à 0,18%, aurait considérablement altéré sa capacité à nager et sa conscience de la situation. Les experts marins ont noté que les mouvements erratiques des nageurs en état d'ébriété déclenchent souvent des réponses prédatrices chez les requins. La police locale a ouvert une enquête à petite échelle en raison des ressources limitées dans la région éloignée. Les biologistes marins ont examiné l'activité récente des requins, tandis que les services consulaires britanniques ont informé la famille de Ronan. Les autorités ont ajouté des panneaux d'avertissement le long de la côte. Isabella Costa a confirmé qu'elle avait averti Ronan. Et Miguel Santos a été interrogé au sujet du service d'alcool avant que son travail ne soit temporairement restreint. L'établissement en bord de mer a mis en place de nouvelles politiques exigeant que le personnel refuse de servir les clients fortement intoxiqués, prévoyant des activités nautiques. Les chercheurs marins ont utilisé les données de l'incident pour plaider en faveur de programmes accrus de surveillance des requins le long de la côte nord-est du Brésil. La tragédie a mis en évidence la combinaison dangereuse de la consommation d'alcool et du tourisme côtier non réglementé dans les zones reculées où les capacités de réponse d'urgence restaient extrêmement limitées. Le requin bulldog responsable de l'attaque n'a jamais été localisé. Les biologistes marins ont conclu que l'animal s'était probablement déplacé vers d'autres terrains de chasse le long de la côte, suivant les schémas territoriaux normaux pour l'espèce. Les facteurs environnementaux, y compris la température de l'eau et la disponibilité des proies, suggéraient que le requin continuerait à chasser dans des environnements côtiers similaires dans toute la région. Le cas reste un rappel saisissant de la nature imprévisible des prédateurs océaniques. Et bien que l'océan puisse devenir mortel en quelques secondes, même les chercheurs expérimentés font face à des risques mortels lorsqu'ils pénètrent dans le territoire d'animaux puissants qui ne tolèrent pas les erreurs. C'était le 14 octobre 2015 dans un site de recherche isolé dans les forêts de l'ouest de la Tanzanie, où des bois denses s'étendaient le long des rives orientales du lac Tanganyika. La région couvrait un terrain accidenté rempli de vallées escarpées et de végétation dense. Pendant la saison des amours, les tensions territoriales entre les communautés rivales de chimpanzés atteignaient des niveaux dangereux. Lila Monroe, âgée de 29 ans, était arrivée à la station de recherche 3 semaines plus tôt pour mener des recherches comportementales sur des troupes de chimpanzés agressifs dans le cadre de sa thèse de doctorat dans une grande université américaine. Primatologue ambitieuse, Lila avait spécifiquement choisi d'étudier la troupe la plus notoire de la région, connue pour son comportement territorial violent. Joseph Mwanga, un guide local expérimenté de 41 ans, avait travaillé avec des chercheurs pendant 15 ans et comprenait intimement le comportement des chimpanzés. Joseph avait averti Lila des dangers d'approcher seule la troupe agressive, particulièrement pendant la saison des amours, lorsque les niveaux de testostérone atteignaient leur maximum chez les mâles. Son directeur de recherche avait établi des protocoles de sécurité stricts, exigeant des observations en équipe pour tous les travaux sur le terrain dans les zones frontalières. La zone où Lila prévoyait d'observer était une zone frontalière disputée entre 2 communautés rivales de chimpanzés, la rendant extrêmement volatile. Un éclaireur local avait signalé des manifestations inhabituelles d'agression la semaine précédente, y compris des jets de pierres et des comportements de charges violentes. Les chimpanzés sont les plus proches parents vivants de l'humanité, partageant 98,8% de l'ADN humain, mais ils possèdent des capacités physiques bien supérieures à celles des humains. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 130 livres et mesurer 4 pieds de haut, avec une force des bras plusieurs fois supérieure à celle des humains. Leurs grandes dents canines, mesurant jusqu'à 2 pouces de long, sont conçues à la fois pour l'affichage et le combat. Lors de disputes territoriales ou pendant la saison des amours, les chimpanzés mâles deviennent extrêmement agressifs. Lila s'était inscrite pour une fenêtre d'observation de routine ce matin-là, enregistrant sa destination dans la zone frontière comme l'exige le protocole de la station. Elle devait se signaler en début d'après-midi, mais aucun mouvement GPS supplémentaire n'a été enregistré après son entrée initiale dans la zone disputée. Lorsqu'elle a manqué son heure de retour prévue, le personnel a lancé les procédures de recherche standard. Joseph a découvert le corps de Lila plusieurs heures après qu'elle n'est pas revenue à la station de recherche à l'heure prévue. En suivant ses dernières coordonnées GPS de son dispositif de suivi, il a localisé le site à environ 650 pieds du point d'observation établi dans une petite clairière près de la zone frontière. Les enquêteurs ont reconstitué l'incident sur la base des preuves physiques sur les lieux.
Le carnet de Lila, son stylo et ses jumelles ont été retrouvés éparpillés sur une zone d'environ 30 pieds. Son corps a été localisé près d'un tronc d'arbre tombé à l'extrémité de ce champ de débris. L'analyse des empreintes a révélé des traces humaines menant à une position au bord de la clairière, à environ 30 pieds de l'endroit où les traces de chimpanzés étaient concentrées. L'examen médico-légal a révélé un traumatisme sévère, cohérent avec les schémas d'attaque de chimpanzés documentés dans la littérature scientifique. La répartition et la nature des blessures indiquaient une rencontre avec un chimpanzé mâle adulte d'après les mesures des marques de morsure et les schémas de force. L'analyse de la scène montrait une végétation perturbée et des marques au sol compatibles avec une lutte physique significative. Les notes de recherche récupérées de Lila contenaient des entrées documentant les comportements territoriaux des chimpanzés, mais les enquêteurs n'ont pas pu déterminer la séquence exacte des événements menant à l'attaque. Ces dernières observations écrites ont été enregistrées environ 1 heure avant l'heure prévue de son retour. Les notes indiquaient qu'elle avait observé une agitation inhabituelle parmi les chimpanzés mâles avec des démonstrations répétées de comportements de dominance et des vocalisations territoriales qui auraient dû servir de signes d'avertissement clair. Les preuves indiquaient que Lila avait violé les protocoles de sécurité établis en effectuant des observations en solo dans une zone de frontière à haut risque sans autorisation. Les directives de l'université exigeaient une distance minimale de 100 pieds et des équipes de 2 personnes pour toutes les observations dans les zones de conflit territorial. Les autorités locales de la faune ont lancé une enquête axée sur le respect des protocoles et les procédures de sécurité. La station de recherche a temporairement suspendu toutes les activités de terrain indépendantes en attendant un examen complet de la sécurité. La famille de Lila aux États-Unis a été informée par les canaux universitaires. L'université a mené une enquête interne sur les circonstances entourant l'observation en solo non autorisée. Les autorités ont élargi les zones tampons autour des territoires des chimpanzés agressifs et ont appliqué des règles d'accès plus strictes. Les chercheurs devaient utiliser le suivi GPS, des dispositifs d'urgence et des équipes de 2 personnes. La station a ajouté des enregistrements obligatoires et l'université a introduit une nouvelle formation à la sécurité et a révisé les approbations de travaux de terrain à haut risque en utilisant les données de l'incident. Mais vous n'avez pas besoin d'être un scientifique s'aventurant dans une zone limite pour vous retrouver en danger. Même une simple journée de pêche peut devenir fatale lorsque les avertissements sont ignorés et qu'un prédateur est déjà à l'affût. C'était le 3 septembre 2019 dans une région marécageuse isolée du sud de la Floride, où de vastes zones humides s'étendent à travers des cyprès et des cours d'eau sinueux. La sécheresse récente avait forcé les poissons et les alligators à se regrouper dans des bassins rétrécis, créant des terrains de chasse volatiles pour les grands mâles gardant un territoire limité. La chaleur de cette semaine-là avait encore abaissé les niveaux d'eau, resserrant encore plus les territoires des prédateurs. Forrest Wells, âgé de 44 ans, était descendu de Géorgie avec son partenaire de pêche de longue date, John Peterson, 59 ans. Les deux avaient pêché ensemble pendant des décennies, mais ce voyage était l'idée de Forrest. Récemment divorcé et agité, il insista pour visiter un bassin isolé réputé abriter des bar trophées. John a essayé de le diriger ailleurs après que les habitants aient averti de la présence d'un grand alligator agressif, mais Forrest n'en a pas tenu compte. Buck, le propriétaire du magasin d'appât, âgé de 67 ans, les a avertis à nouveau. Plusieurs pêcheurs avaient signalé des rencontres rapprochées avec un gros mâle patrouillant dans le même bassin. Les responsables de la faune avaient même installé de nouveaux panneaux d'avertissement indiquant une agressivité accrue pendant les périodes de sécheresse. John a lu les panneaux attentivement, Forrest les a à peine regardés. Le bassin qu'ils ont atteint cet après-midi-là était calme et entouré de racines de cyprès et de végétation dense. Des marques de glissade traversaient la boue et des carcasses de poissons déchirés flottaient près de la berge. L'odeur musquée de musc d'alligator imprégnait l'air humide. John hésita immédiatement, mais Forrest se dirigea directement vers l'eau, convaincu qu'il pouvait gérer n'importe quoi. John fit une dernière tentative pour convaincre Forrest de rester sur la berge, lui rappelant que la sécheresse poussait souvent les grands mâles dans les eaux peu profondes et rendait leurs mouvements imprévisibles. Il montra les carcasses flottantes et l'odeur musquée lourde au-dessus de la piscine, avertissant que c'étaient des signes indubitables d'une activité prédatrice récente. Forrest balaya l'avertissement d'un sourire désinvolte, agissant comme si un grand alligator n'était pas sérieux. John a ensuite dit aux enquêteurs qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Les alligators américains peuvent rester immobiles pendant de longues périodes avant de lancer des embuscades explosives. Les mâles adultes peuvent dépasser 12 pieds et peser des centaines de livres avec des mâchoires capables de broyer des os. Pendant la sécheresse, la compétition s'intensifie et les mâles dominants gardent agressivement les plans d'eau qui rétrécissent. John est resté sur la rive tandis que Forrest s'est aventuré dans le bassin. Forrest s'est déplacé à environ 40 pieds jusqu'à ce que l'eau atteigne sa taille, lançant vers le centre plus profond. John l'exhorta à revenir en pointant les faibles ondulations se déplaçant contre le vent. Forrest lui fit signe de la main de ne pas s'inquiéter.
Quelques minutes plus tard, John entendit un bruit sourd et lourd, distinct d'un saut de poisson. Il leva les yeux et vit un large sillage se diriger rapidement vers Forrest depuis la rive opposée. Forrest s'arrêta en plein lancer, juste au moment où la tête de l'alligator émergea à la surface. Son museau était dirigé directement vers lui. John cria pour qu'il recule, mais Forrest sembla figé un instant, confus par la perturbation soudaine. L'alligator parcourut les derniers quelques pieds avec une explosion de vitesse, soulevant la moitié de son corps hors de l'eau en frappant Forrest de côté. Le choc l'a déséquilibré et John a vu les bras de Forrest s'agiter alors que les mâchoires se refermaient autour de son torse. La force l'a plié sur le côté et l'a entraîné sous la surface en un mouvement violent. John courut le long de la rive, criant pour qu'il nage vers la berge. Forrest émergea une fois, haletant et se débattant avec seulement ses épaules visibles. L'alligator roula immédiatement, le traînant à nouveau sous l'eau. John décrivit avoir vu un tourbillon de boue et de bulles monter avant que l'eau ne redevienne calme. Pendant un bref instant, John scruta la piscine à la recherche de tout signe de mouvement. Un bras, des bulles, n'importe quoi. Mais la surface se calma dans un silence complet, à l'exception des ondulations qui s'élargissaient. Il se déplaça plus loin le long de la rive, appelant le nom de Forrest et observant l'eau pour un autre retour à la surface, mais rien ne brisa la surface. Plusieurs secondes s'étirèrent en minutes, confirmant que l'alligator avait entraîné Forrest dans des eaux plus profondes hors de la vue de John. John a sprinté en arrière sur le sentier pour chercher de l'aide, atteignant d'autres pêcheurs près du parking, qui ont immédiatement contacté les autorités. Les équipes de recherche sont arrivées avant le coucher du soleil mais n'ont trouvé aucune trace de Forrest. Avec de l'eau profonde et une visibilité quasi nulle, les responsables ont suspendu les recherches jusqu'au lever du jour. Les plongeurs ont récupéré le corps de Forrest le lendemain matin, coincé sous un tronc submergé. Le positionnement correspondait au comportement classique de mise en cache des alligators où la proie est maintenue sous l'eau pour être consommée plus tard. Le corps montrait un traumatisme sévère ainsi que des signes de noyade. Les mesures des morsures indiquaient une attaque par un grand mâle adulte. Les autorités ont confirmé que des panneaux d'avertissement avaient été correctement installés, mais ont noté que l'éloignement de l'endroit rendait la surveillance difficile. John a fourni un compte rendu complet, expliquant que Forrest avait ignoré les avertissements répétés et s'était aventuré bien plus loin que recommandé. Les autorités ont ensuite capturé l'alligator à l'aide d'hameçons appâtés. L'animal mesurait 12 pieds de long et pesait environ 800 livres. Parce qu'il avait été confirmé dans une attaque mortelle et montrait des signes de conditionnement humain, avec de vieux hameçons de pêche incrustés dans sa mâchoire, il a été euthanasié conformément au protocole de la faune de l'État. Des biologistes ont ensuite examiné la carcasse pour documenter les indicateurs comportementaux liés à des contacts humains répétés. La famille de Forrest en Géorgie a reçu une notification par l'intermédiaire des responsables de l'État et son ex-femme a émis une brève reconnaissance des circonstances. Les autorités de la faune ont augmenté les patrouilles et ajouté plus de panneaux d'avertissement dans les zones touchées par la sécheresse, tandis que de nouvelles règles exigeaient que les guides de pêche transportent du matériel de communication d'urgence et suivent une formation sur la sécurité des alligators. La piscine a été fermée au public. Pour John, l'attaque est restée un rappel frappant des dangers cachés dans les zones humides de Floride. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.